La promise par correspondance pensait que personne ne voulait d'elle, jusqu'à ce qu'une petite fille lui murmure: Tu peux être ma maman pour toujours. Territoire du Montana. Fin de l'automne 1883. Le sifflet du train s'était tu depuis longtemps, mais Clara Ray restait sur le quai. Ses mains gantées serraient un sac de voyage usé, et son souffle formait un nuage dans l'air vif. La poussière tourbillonnait autour de ses bottes, tandis que les derniers passagers disparaissaient sur le chemin de la ville, accueillis par leurs familles ou salués par des marchands. Personne n'était venu pour elle, une fois de plus. Clara s'assit sur un banc de bois brut et froid, le dos raidi par le poids de l'humiliation. Elle sortit de son manteau une lettre, froissée, douce sur les bords à force d'avoir été lue. Elle en avait mémorisé chaque ligne, chaque promesse griffonnée par l'homme qui avait signé Harlan Colton. J'ai une maison tranquille, un foyer chaleureux et une place pour une âme bienveillante. Mais personne n'était venu. Pas de Harland, pas de chariot, pas d'invitation, rien que le silence. À distance, deux jeunes hommes, appuyés contre un tonneau, ricanaient derrière leurs mains. L'un d'eux éclata de rire. La voilà, la comptable au sang mêlé. Elle pensait épouser un éleveur, hein? Clara tressaillit. Ce n'était pas la première fois. On l'avait repoussée devant l'hôtel, 2 fois en public, 1 fois en privé. Chaque fois, la vérité leur montait à la gorge comme de la bile. Elle est à moitié sauvage, vous savez. Sa mère n'a pas choisi son père. Elle a été prise. Ce sang-là coule profond. Et même lorsque Clara avait ouvert une petite bibliothèque près de Fort Union, les murmures l'avaient suivie. L'orpheline sans mêlée, élevée par les Indiens, intouchable. Des larmes brûlantes perlèrent à ses yeux, contrastant avec le vent glacial. Elle baissa la tête, les épaules rentrées. Elle n'avait pas pleuré devant qui que ce soit depuis des années, mais maintenant, elle sanglotait doucement, sans espoir, la lettre se chiffonnant sur ses genoux. De petits pas se rapprochèrent, puis une voix d'enfant, claire et vive. « Vous êtes blessée ?» Clara leva les yeux. Une fillette de 3 ans tout au plus se tenait devant elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle portait un manteau de laine trop grand et des moufles attachés par une ficelle autour de son cou. Des boucles blondes s'échappaient de son bonnet de tricot. Clara essuya son visage avec sa manche. « Non, je suis juste… » Elle s'interrompit, tenta de sourire. « Juste un peu triste. » La fillette l'étudia sérieusement. « Votre papa a dit non ?» Clara cligna des yeux. « Non, mon cœur. » La petite pencha la tête. « Vous avez un mari ?» Clara secoua la tête. La fillette essaya encore. « Vous avez un bébé ?» Un autre léger hochement de tête. Clara parvint à murmurer « Personne ne veut de moi. » L'enfant s'approcha. Sa main mouflée se tendit et toucha les doigts gantés de Clara. Et puis, avec une certitude que seule l'enfance peut porter, elle demanda « Tu peux être ma maman pour toujours ?» Clara se figea. Une voix douce s'éleva derrière elle. « Junie ?» Clara leva les yeux. Un homme s'était approché, le pas léger. Il était large d'épaules, les cheveux sombres, de quelques années son aîné. Son manteau était rapiécé, son chapeau usé par de longues chevauchées. Il avait l'air rude de ceux qui ont trop vécu et trop peu parlé. Dans un bras, il portait un petit sac de provisions.
Son autre main reposait légèrement sur l'épaule de l'enfant. Il fit un signe de tête vers Clara. Désolé, elle a le cœur tendre. Clara se leva vivement, lissant sa jupe. Ce n'est rien, elle m'a juste surprise. Le regard de l'homme s'attarda sur la lettre froissée dans la main de Clara. Vous attendez quelqu'un? Clara hésita. J'attendais, mais il semble que je me sois encore fait avoir. Il hocha lentement la tête, puis baissa les yeux vers la fillette. Junie tira sur son manteau. Elle a pleuré, papa. La mâchoire de l'homme se contracta. Il regarda de nouveau Clara. Vous n'avez nulle part où aller. Non, dit-elle, mais je me débrouillerai. Il la fixa un instant de plus, puis changea le sac de main. Il fait froid. Si vous voulez un toit et un bouillon chaud, vous pouvez vous reposer un moment. Clara cligna des yeux. Je ne connais même pas votre nom. Luke, dit-il. Luke Harrison. Il désigna le chemin. Ce n'est pas loin. Vous pourrez repartir après le souper si vous le souhaitez toujours. Clara baissa les yeux vers Junie, qui tenait encore sa main. Puis elle acquiesça. Merci. Et c'est ainsi qu'elle suivit l'homme et sa fille dans le crépuscule glacial du Montana, non avec espoir, mais avec la plus infime lueur de chaleur, comme une allumette craquée dans le vent. Le sentier menant à la cabane de Luke Harrison serpentait à travers de maigres pins et des collines accidentées. Le ciel était passé au violet lorsqu'ils l'atteignirent. Nichée dans un creux, la maison était petite. Une seule pièce, un porche bas, de la fumée s'échappant d'une cheminée étroite. Clara hésita sur le seuil. Junie tira doucement sa main. Il fait chaud dedans, chuchota-t-elle. Luc ouvrit la porte sans un mot. Le feu crépitait déjà, projetant de longues ombres sur les murs de planches brutes. Un lit simple était adossé au mur du fond. Une petite table, un rocking chair, sobre mais propre. Vous pouvez accrocher votre manteau là, dit Luke, désignant un crochet près de la porte. Clara hésita de nouveau. Je ne resterai pas longtemps. Luke ne leva pas les yeux de ses bottes qu'il était en train d'enlever. C'est à vous de voir, mais je ne vous ai pas invité ici pour toujours, juste pour la nuit. Les joues de Clara s'empourprèrent. J'apprécie votre honnêteté. Il se dirigea vers l'âtre, remua la marmite. Et pour information, je ne vous ai écrit aucune lettre. Clara cligna des yeux. Vous n'êtes pas Harlan Colton. Luke laissa échapper un son sec entre le rire et le grognement. Harlan Colton est un gamin de 16 ans qui nettoie les écuries pour moi de temps en temps. Il aime jouer les entremetteurs avec le courrier des étrangers. Il a sans doute cru que c'était une bonne blague. Clara fixa le sol. Ses mains se crispèrent sur la sangle de son sac. Je vois, dit-elle doucement. Junie, sentant la tension, grimpa sur le banc près du feu et tapota la place à côté d'elle. Vous pouvez vous asseoir ici, dit-elle. C'est là qu'il fait le plus chaud. Clara s'assit. Elle ne retira pas ses gants. Ils mangèrent dans un silence quasi total. Luc parlait peu. Clara, encore moins. Seule Junie, avec ses fredonnements et ses bruits de succion joyeux, semblait insensible à la gêne ambiante. Après le souper, Clara se leva. Merci pour le repas. Je devrais y aller. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, Junie glissa de son siège et s'agrippa à ses jupes. Non!
s'écria l'enfant. Vous avez dit que vous n'aviez pas de maison. En voilà une. Clara se pencha doucement. Mon cœur, ce n'est pas ma maison. La lèvre de Ginny trembla. Ça peut l'être, juste pour un petit moment. Clara jeta un coup d'œil à Luc, ne sachant que dire. Il était adossé à sa chaise, les bras croisés. Elle s'attache vite, marmonna-t-il. Je dormirai dans la grange, dit Clara, ou près de l'âtre, juste pour cette nuit. Luc ne répondit pas tout de suite. Puis il acquiesça. Vous pouvez prendre le lit de camp, je resterai debout. Clara regarda autour d'elle, et c'est alors qu'elle la vit. Dans un coin, derrière une pile de couvertures pliées, était suspendue une petite robe perlée, faite à la main, du genre de celle que portent les jeunes filles indigènes. À côté, sur une étagère en bois sculpté avec soin, reposaient quelques objets, une plume, un collier de turquoise, un petit sachet de sauge séché. Clara s'approcha. Elle était commanche, dit-elle doucement. La voix de Luc s'éleva derrière elle. Kiowa. Clara se tourna, il ne sia pas. Elle est morte pendant le gel de l'année dernière. La fièvre l'a emportée rapidement. Le cœur de Clara se serra. Je suis désolé. Luc ne répondit rien, se contentant d'ajouter une bûche dans le feu. Plus tard, alors que Ginny s'était endormie, blottie contre le chien, Clara s'assit près de la fenêtre, une couverture sur les épaules. Luc parla de l'autre côté de la pièce. Vous pouvez rester, juste quelques jours. Elle est calme quand vous êtes là. Clara se tourna vers lui. C'est d'accord, je ne demanderai pas plus. Il hocha la tête une fois, puis retourna à sa chaise. Aucun d'eux ne parla de nouveau cette nuit-là. Mais le feu brûlait doucement, et la cabane ne semblait plus être un endroit conçu pour une seule personne. Tout commença par un frisson. Ginny, qui avait dansé pieds nus dans la prairie le matin même, gisait maintenant sur le lit de camp, la peau rougie et moite. À la tombée de la nuit, sa respiration n'était plus qu'un halètement superficiel. Son corps tremblait sous la courte pointe. Luc se tenait près d'elle, les yeux écarquillés par la panique. Ses mains, d'habitude si fermes sur un marteau ou une carabine, tremblaient maintenant alors qu'il essayait de presser un linge humide sur son front brûlant. « Elle est en feu, murmura-t-il. Je ne sais pas ce qu'elle a. Clara, qui triait des herbes près de l'âtre, entendit la tension dans sa voix. Elle se leva vivement et traversa la pièce. Que s'est-il passé? Elle allait bien ce matin, dit Luc. Juste un rhume. Puis, elle est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Clara posa sa main sur la joue de Ginny. La chaleur pulsait sous sa peau comme un feu sous une fine couche de glace. Elle a de la fièvre, dit Clara calmement, une mauvaise fièvre. La bouche de Luc se crispa. On peut l'emmener en ville? Pas cette nuit, les routes sont gelées et elle ne supportera pas le voyage. Luc se leva, faisant les 100 pas. Je ne sais pas quoi faire. Clara toucha son bras. Moi, je sais. Il la regarda, surpris. Mon père, dit-elle, était un homme médecine Kiowa. Il m'a appris des choses qui fonctionnent quand rien d'autre ne marche. Luc hésita, puis acquiesça d'un seul coup de tête. Clara se mit rapidement au travail. Elle plongea la main dans sa sacoche, en sortit des racines séchées et des paquets de feuilles enveloppées. Elle fit bouillir de l'eau, infusa les herbes, en écrasa d'autres pour en faire une pâte épaisse. Elle travaillait sans pause, sans peur, ses gestes vifs et assurés. Luc observait depuis un coin, les bras croisés mais tendus. « Ce n'est qu'une enfant, murmura Clara en posant le cataplasme d'herbe sur la poitrine de Ginny. Mais elle brûle comme si elle portait le monde.
Elle est tout ce que j'ai, dit Luc d'une voix rauque. Clara ne répondit pas. Elle continua de travailler. Elle souleva la tête de Ginny, lui entr'ouvrit les lèvres et fit couler lentement une tisane amère sur sa langue. La fillette gémit, mais avala. Il faut qu'elle transpire, dit Clara. Si elle y arrive, la fièvre tombera avant le matin. La pièce s'installa dans un calme seulement troublé par le crépitement du feu et les gémissements occasionnels venant du lit. Luc était assis sur un tabouret, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur sa fille. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête. « 2 fois. Un garçon avait une toux si mauvaise qu'il ne pouvait plus respirer. L'autre avait de la fièvre après une chasse d'hiver. Il a survécu. » La mâchoire de Luc tressaillit. « Vous semblez plus sûr de vous que la plupart des médecins. »« Je devais l'être, dit-elle simplement. Là d'où je viens, personne ne venait nous soigner quand nous tombions malades. » Il étudia son visage, son calme, sa certitude, la douceur de ses mains, et quelque chose en lui changea. Il n'avait pas l'habitude de cela. Être aidé, être veillé. Il avait toujours été celui qui gardait les frontières, qui protégeait de la douleur. Mais cette nuit, c'était Clara qui se tenait entre la mort et sa fille. Elle essuyait le front de Ginny avec un linge doux, remplaçait la compresse, donnait plus de tisane, murmurait des berceuses dans une langue que Luc ne connaissait pas. Peu après minuit, l'enfant s'agita. Ses joues étaient encore rouges, mais sa respiration n'était plus rauque. Elle ouvrit les yeux. « Maman, » murmura-t-elle. Clara se figea. Luc inspira brusquement. Ginny tendit la main, ses doigts tâtonnant jusqu'à ce qu'il trouve ceux de Clara. Elle la serra fort, puis se laissa glisser de nouveau dans le sommeil. Clara regarda Luc, les lèvres entr'ouvertes. Elle ne comprend pas, dit-elle à voix basse. Le visage de Luc était illisible à la lueur du feu, mais sa voix, quand elle vint, était grave. Elle sait ce qui la rassure. Ils restèrent assis en silence. Dehors, le givre s'accrochait aux fenêtres. À l'intérieur, la fillette dormait, sa main dans celle de Clara. Et Luc les regardait toutes les deux comme s'il voyait un rêve trop fragile pour être dit à voix haute. Il ne dit pas merci. Mais au matin, lorsque Clara se réveilla, raidie près de l'âtre, elle trouva une tasse de café qui l'attendait sur la table, chaud et fraîchement préparé, versé juste pour elle. Les étoiles dehors clignotaient, froides et claires, dispersées dans le ciel du Montana, comme des braises éparpillées. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait doucement, projetant de longues ombres sur les murs de bois. Clara était assise sur les marches du porche, un châle serré autour de ses épaules, une tasse de thé chaud entre les mains. La nuit était silencieuse. Ginny s'était endormie des heures plus tôt, blottie dans le nid de couverture que Clara avait recousu. Luc se tenait à l'autre bout du porche, les bras croisés, les yeux fixés sur la lisière des arbres. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Clara rompit le silence. Elle m'a encore posé la question ce soir. Luc se tourna. Ginny? Clara hocha la tête. Elle voulait savoir si j'avais eu une maman. Je lui ai dit que oui, une fois. Une femme qui me tenait la main quand je pleurais, qui chantait pour les étoiles comme si elles étaient ses sœurs. Luc s'appuya contre la balustrade. Votre vraie mère? Non, dit doucement Clara. La femme qui m'a mise au monde est morte la nuit de ma naissance. Les sourcils de Luc se froncèrent. Ma mère était Kiowa, dit Clara. Mon père était un officier de cavalerie.
Elle sirota son thé. Sa voix ne tremblait pas. Elle était trop habituée à raconter. Elle a été prise lors d'un raid, laissée enceinte. Certains disent qu'il avait l'intention de revenir, d'autres qu'il était ivre. Je ne me souviens pas de lui, et je ne veux pas m'en souvenir. Luke resta silencieux. La tribu m'a recueilli. Tous n'étaient pas d'accord, mais une vieille femme m'a élevé comme sa propre fille. J'ai appris à lire avant de savoir monter à cheval, à mélanger les herbes, à coudre des mocassins, à raconter des histoires aux enfants. Elle sourit faiblement. Mais je n'ai jamais cessé d'être ce qu'il murmurait, sans mêler, bâtarde, un rappel. Luke s'assit à l'autre bout de la marche. Quand j'avais 17 ans, un marchand de passage a dit que j'étais trop jolie pour les tipis. Il m'a emmené dans une ville à l'ouest d'ici, m'a promis de m'aider à trouver du travail, une vie. Les doigts de Clara se resserrèrent sur la tasse. Le premier homme à qui je me suis fiancée était le fils d'un prêtre. Nous devions nous marier au printemps. Puis il a découvert la vérité. Qu'a-t-il dit? Il n'a rien dit. Il a juste cessé de venir. Il a envoyé son frère me dire que le mariage était annulé. Luke ne dit rien. Le deuxième m'a écrit des lettres, m'a promis un ranch, une famille. Mais quand je suis arrivé, il n'a même pas voulu ouvrir la porte. Sa mère est sortie et a dit qu'il avait changé d'avis. Clara regarda dans l'obscurité. Le troisième s'est tenu à l'autel avec moi, a prononcé les vœux, m'a passé la bague au doigt. Luc la regarda, les yeux plissés. Il m'a quitté cette nuit-là, en disant qu'il ne pouvait pas dormir aux côtés d'une femme qui avait du sang de sauvage. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. J'ai arrêté d'essayer après ça, dit Clara. Je suis restée seule, j'ai travaillé à la bibliothèque, j'ai lu des histoires aux enfants des autres. Elle baissa les yeux. Jusqu'à ce que je remplisse ce formulaire. Promise par correspondance. Ça semblait idiot, mais je pensais que peut-être quelqu'un, quelque part, verrait au-delà du passé. Luke la regarda, longuement, silencieusement. Ce n'est pas moi qui vous ai écrit, dit-il finalement. Clara eut un demi-sourire. Je sais. Ils restèrent assis en silence. Puis Luke parla, la voix basse. J'ai connu un homme un jour qui disait que le sang révèle la vérité d'une personne. Clara jeta un coup d'œil de côté. Vous croyez ça? Je le croyais, dit Luke. Et puis j'ai eu une fille à la peau plus foncée que la mienne, et le monde m'a dit qu'elle n'était pas complète. Il regarda Clara. Elle est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ces mots étaient simples, mais ils restèrent avec elle. Et dans le silence qui suivit, Clara respira un peu plus facilement. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas l'impression de devoir expliquer qui elle était. Elle était simplement et quelqu'un écoutait. Le feu était presque éteint lorsque Luke revint de la vérification des pièges. La neige collait à ses bottes en paquets humides et ses épaules étaient poudrées de blanc, comme si le temps s'y était déposé. Clara était près de l'âtre, en train de recoudre une pièce sur l'une des robes de Junie, le front plissé par la concentration. Elle leva les yeux quand il entra. « Tu as trouvé quelque chose? »« Un lapin, » marmonna-t-il en enlevant son manteau. « Un petit. » Il n'a pas croisé son regard en accrochant le manteau, mais il n'en avait pas besoin. Clara sentait quelque chose de différent en lui ce soir, moins sur la défensive, plus fragile. Elle posa son aiguille. « Tout va bien? » Luke hésita, puis se dirigea vers la table, se versa un verre d'eau et resta debout, à regarder par la fenêtre dans l'obscurité.
Elle chantait quand la neige arrivait, dit-il. Clara se tourna. Ma femme, ajouta-t-il d'une voix calme, la mère de Junie. Clara ne dit rien, se contentant d'écouter. Elle était comanche. Elle s'appelait Weena. Cela signifiait lune tranquille. Elle avait des yeux qui se moquaient de moi, même quand sa bouche restait sérieuse. Il but une gorgée d'eau sans se retourner. On s'est rencontrés quand j'avais 22 ans. Je perdais mon sang à cause d'une blessure par balle, j'étais à moitié fou. Elle m'a trouvé près de la rivière, m'a soigné pendant ma fièvre. Un léger sourire effleura son visage, mais ne s'attarda pas. Elle parlait peu anglais, je ne parlais pas comanche, mais nous avons réussi à construire une vie. Les doigts de Clara se crispèrent sur ses genoux. Quand je l'ai ramenée en ville, ils nous ont dévisagés, ont murmuré, m'ont dit qu'elle m'avait jeté un sort, que notre enfant n'appartiendrait pas à Dieu. Il se retourna enfin. Ses yeux paraissaient plus vieux qu'ils ne le devraient. Un hiver, je suis parti chercher des provisions. Ça m'a pris 3 nuits. Il s'assit lourdement, comme si le poids de ce souvenir l'écrasait encore. Quand je suis revenu, la porte était ouverte. Il y avait de la neige à l'intérieur. Junie pleurait sous la table. Clara sentit son souffle se couper. Ils étaient venus pendant mon absence. Ils ont brûlé les couvertures, déchiré les poupées et emmené Weena dehors. Sa mâchoire se serra. Il disait qu'elle infectait la lignée. Le silence s'étira comme une lame. Je l'ai enterrée sous le cèdre. Je me suis dit que j'élèverais Junie dans le calme, seule, pour que personne ne puisse plus rien me prendre. Sa voix baissa. Je n'ai pas cessé de l'aimer, mais j'ai cessé de choisir l'amour. J'ai choisi la survie. Clara resta immobile, les mains serrées. Je comprends, murmura-t-elle. Luc la regarda. Je ne suis pas venue ici pour tomber amoureuse non plus, dit Clara. Je voulais juste un endroit où je n'aurais pas à m'excuser d'être encore en vie. Ils se regardèrent longuement. Rien de romantique ne passa entre eux. Pas de frôlement de doigts, pas de déclaration soudaine. Seulement la compréhension simple et brute de 2 personnes qui avaient survécu au rejet, qui avaient trop longtemps choisi le silence plutôt que l'espoir. Elle t'aurait apprécié, dit Luc après un moment. Clara sourit faiblement. Elle a fait une fille magnifique. C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, dit Luc. Clara regarda la robe rapiécée sur ses genoux. Alors je ferai en sorte que sa fille grandisse en le sachant. Junie s'agita dans la pièce voisine, murmura quelque chose dans son sommeil. Luc se leva, se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna. Tu n'es pas obligé de rester. Je sais. Mais si tu le fais, dit-il, tu ne me devras rien. Je ne suis pas ici pour avoir une dette, répondit Clara. Je suis juste là. Un autre silence, mais celui-ci n'était pas douloureux. Il s'installa autour d'eux comme une couverture, épaisse de non-dit, mais chaude d'une sorte de paix. Ils ne diraient pas le mot amour, pas encore, mais quelque chose avait commencé à grandir dans le calme entre leurs histoires, et cette fois, aucun d'eux ne s'en irait. En milieu d'après-midi, le vent avait tourné, plus froid, plus vif, un murmure de neige entre ses dents. Clara venait de finir d'étendre une couverture pour la faire sécher quand elle réalisa que la cour était trop silencieuse. Junie? Pas de réponse. Elle laissa tomber la couverture, ses yeux balayant le champ.
La barrière près de la lisière des arbres était ouverte. La panique lui griffa la gorge. Elle se mit à courir, ses bottes martelant le sol gelé, appelant le nom de l'enfant. Juné! Elle trouva d'abord les petites empreintes près du ruisseau, puis le ruban rouge accroché à un buisson d'épines, et ensuite un bruit d'eau, un cri, de l'espoir. Le cœur de Clara s'arrêta. En bas, au bord du ruisseau, Juné se débattait dans l'eau glaciale, emportée par le courant. Ses petites mains tentaient de s'agripper à une branche, mais glissaient. Tiens bon! Cria Clara, enlevant déjà son manteau, sans réfléchir, agissant seulement. L'eau était une lame d'hiver. Elle lui poignarda la peau, la poitrine, la colonne vertébrale. Elle haleta, mais continua d'avancer, ses bottes s'ancrant dans la boue, tandis qu'elle tendait la main vers Juné. Viens ici, ma chérie, je te tiens. Juné sanglotait, s'accrochant à elle, tandis que Clara l'attrapait sous les bras, la hissant vers un rocher à moitié submergé. Elle poussa l'enfant vers le haut avec toute la force qui lui restait. Reste ici, accroche-toi bien. Juné s'agrippa au rocher, tremblante, mais Clara, le pied coincé entre deux pierres sous l'eau, ne parvenait pas à se libérer. Elle essaya, tira, donna des coups de pied, mais la douleur fusa dans sa cheville, remontant le long de sa jambe. Ses bras brûlaient à cause du froid. Sa respiration était saccadée. La dernière chose qu'elle vit fut le visage de Juné, pâle et mouillé, les yeux écarquillés de terreur. Puis, le monde devint noir. Luke entendit le cri au moment où il atteignait la cabane. Il laissa tomber le sac de grains et courut. Sans manteau, sans armes, seulement l'instinct et l'effroi. Il suivit la piste, ses bottes écrasant la neige. Puis il la vit. Juné sanglotant sur le rocher et Clara flottant inerte dans le ruisseau. Il entra dans l'eau sans un mot, l'eau jusqu'aux cuisses, les bras en feu. Il attrapa d'abord Clara, la serra contre lui, puis tendit la main vers Juné. C'est bon, murmura-t-il. Je vous tiens toutes les deux. Le feu rugit haut cette nuit-là. Luke enveloppa Clara dans toutes les couvertures sèches qu'il possédait. Il lui retira ses vêtements trempés avec des mains tremblantes, sans jamais poser les yeux là où il n'en avait pas besoin. Sa peau était de glace, ses lèvres bleues. Il la serra contre lui, corps contre corps, chuchotant. Reste avec moi, Clara. Reviens. Juné dormait à proximité, au chaud et en sécurité, les doigts enroulés autour du châle de Clara. Luke resta éveillé toute la nuit, alimentant le feu, frictionnant les membres de Clara pour y ramener de la chaleur, murmurant les mêmes mots encore et encore, comme une prière. S'il te plaît, ne me quitte pas. Il ne pleura pas, mais quelque chose dans sa voix se brisa. Au matin, elle s'agita. Ses yeux s'ouvrirent lentement, son regard vague. Puis elle le vit. « Juné ?» dit-elle d'une voix rauque. « Elle est en sécurité, » murmura Luke, écartant une mèche humide de son visage. « Grâce à toi. » Clara déglutit difficilement. Son corps tremblait. « Je ne pouvais pas la laisser. »« Je sais, » dit-il. Sa voix se cassa. « Et tu ne l'as pas laissée. » Sa main tremblait en touchant sa joue. « Tu as sauvé ma fille, tu aurais pu mourir. » Clara le regarda longuement. « Je le referai. » Luke baissa la tête. Pendant un instant, il ne put parler. Puis, très doucement, « Ne pars plus jamais, Clara. S'il te plaît, ne pars plus. » Elle toucha faiblement sa main. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens. « Je n'en avais pas l'intention. »
Et pour la première fois, Luke ne vit pas seulement une femme arrivée par erreur. Il vit quelqu'un qui avait choisi de rester, quelqu'un qui avait déjà sa place ici. Quand Clara se réveilla, il faisait encore nuit dehors. Le feu s'était réduit à des braises, projetant de longues ombres endormies sur les murs en rondins. Juné fut la première à bouger. Elle était assise tranquillement à côté de Clara, tenant une poupée de chiffon dans une main, ses petites bottes enlevées et oubliées près du foyer. Dès que Clara s'agita, les yeux de Juné s'illuminèrent. « Clara !» s'écria-t-elle en grimpant sur le lit de camp et en l'enlaçant. « Tu es réveillée !» Clara, encore groggy et faible, cligna des yeux alors que le petit corps se pressait contre sa poitrine. « Ma chérie !» Juné recula juste assez pour la regarder dans les yeux. « Est-ce que tu peux être ma maman pour toujours ?» La même question, la même petite voix, mais cette fois, Clara ne tressaillit pas. Elle serra de nouveau l'enfant contre elle, la tenant fermement. Ses bras tremblaient, non plus à cause du froid, mais sous le poids d'une chose qu'elle n'avait jamais osé désirer. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle murmurait « Oui, oui, mon bébé, si tu veux de moi, je le serai. » Juné hocha la tête avec ferveur, comme pour sceller une promesse sacrée, et se blottit sous la couverture à côté d'elle. Clara la tenait comme si elle était née pour ça. Sur le seuil, Luke se tenait silencieux. Il avait tout entendu. Il n'interrompit pas. Il ne bougea pas. Ce n'est que lorsque Juné se rendormit qu'il sortit dans le froid. Les étoiles au-dessus de la cabane scintillaient derrière des nuages à la dérive. La neige avait recommencé à tomber, légère, silencieuse, comme si le ciel bénissait doucement la terre, un flocon à la fois. Au bout d'un moment, Clara se leva prudemment du lit. Elle s'enveloppa dans un châle et sortit sur le porche. Ses pieds firent un bruit doux sur les planches de bois. Luke lui tournait le dos, les mains sur la balustrade, la tête baissée. Son souffle formait des nuages pâles. Clara se plaça à côté de lui. Ils ne dirent de rien au début, puis Luke s'éclaircit la gorge. « Je ne suis pas doué pour les grands discours, dit-il, et je n'ai pas grand-chose, pas comme les autres. » Clara le regardait, attendant. « Je n'ai pas envoyé cette lettre, continua-t-il. Je n'avais pas prévu ça, ni toi. Je sais, dit-elle doucement. Luke hésita. Sa main se leva pour passer dans ses cheveux, un geste nerveux qui semblait étrangement enfantin. Mais quand je t'ai vu la tenir, quand j'ai entendu ce que tu lui as dit ce soir, il se tourna alors pour lui faire face. Je n'ai pas d'alliance en argent ni de vœux de prêtre. J'ai ce porche, un feu qui ne reste pas toujours allumé, une clôture qui a encore besoin d'être réparée. Il déglutit. Mais si ce que tu veux, c'est un endroit où rester, si ce dont tu as besoin, c'est de ne pas être seul, alors j'ai ça, je l'ai, elle. Et je veux t'avoir toi aussi, si tu me le permets. Le cœur de Clara se serra. Sa gorge était nouée par tout ce qu'elle voulait dire, mais tout ce qui sortit fut « Luke ». Il baissa les yeux, incertain, s'attendant à un rejet. Elle prit sa main. « Je ne veux pas seulement un porche, dit-elle, ou un toit, ou quelqu'un qui me laisse rester. » Ses doigts serrèrent doucement les siens. « Je veux une famille. » Les yeux de Luke s'emplirent d'une émotion qu'il n'avait montrée à personne depuis des années. Derrière eux, la porte grinça et Juné déboula dans le froid, pieds nus sur le bois, les bras grands ouverts. « Ma maman et mon papa,
cria-t-elle en tournant sur elle-même, riant alors que la neige touchait son visage. Luc se pencha et la souleva, l'installant entre eux. Clara les enlaça tous les deux, et à cet instant, sous la neige qui tombait, sous les poutres usées du porche de la cabane, ils n'étaient plus trois âmes brisées. Ils formaient un tout, une famille. Le vent transportait l'odeur de la sauge sèche et de l'herbe sainte à travers les plaines ouvertes. C'était le début de l'automne, un an après ce jour froid à la gare où tout avait commencé, non pas avec des promesses, mais avec la question d'une petite fille. Clara se tenait sur le seuil de leur cabane, une main reposant doucement sur son ventre rond. Son deuxième enfant devait naître d'un jour à l'autre, et son dos lui faisait mal de cette douce manière qui signifiait que la vie était proche. Derrière elle, le rire de Juné résonnait dans la maison. Ils avaient bâti un foyer. Pas seulement un toit, mais un rythme. La cabane avait changé. Luke avait ajouté une deuxième pièce, réparé le toit 2 fois, construit des étagères pour les herbes séchées de Clara et ses bocaux de pommade. Une petite pancarte était suspendue au-dessus de la porte. Herbes et soins de Ray et Harrison. Au début, les gens du village gardaient leur distance, mais Clara ne refusait jamais personne. Les enfants vinrent les premiers, curieux et avides, posant des questions sur les plantes et les livres. Clara leur apprit à lire avec du charbon de pin et des restes de papier. Puis vinrent les mères, demandant discrètement des remèdes. Pour les fièvres, la toux, le somnambulisme, puis les vieillards, demandant des tisanes pour soulager les genoux endoloris. Personne ne disait plus sans mêler. Il disait Mademoiselle Clara, et il le pensait. Luke observait tout cela avec un respect silencieux. Il ne parlait jamais beaucoup aux villageois, mais il construisait des bancs devant la cabane et affûtait les outils des voisins. Il était toujours un homme de peu de mots, sauf quand il s'agissait de Juné. Alors sa voix devenait tout autre, légère. Et aujourd'hui, sous le ciel strié de nuages ambrés, quelque chose qui aurait dû se produire depuis longtemps allait avoir lieu. Ils allaient se marier. Pas d'église, pas de prêtre. Juste un vaste champ balayé d'herbes dorées et une poignée de voisins qui avaient autrefois chuchoté, mais qui apportaient maintenant du miel et du tissu en guise de cadeau de mariage. Clara portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, en coton doux marron garni de dentelle. Ses cheveux étaient tressés, une seule plume attachée près de l'extrémité, comme sa mère en portait autrefois. Luke l'attendait sous le sycomore, où ils avaient vu Juné danser dans la neige pour la première fois. Juné courait devant sa mère, portant un petit bouquet de fleurs sauvages et souriant jusqu'aux oreilles. Les mains de Luke tremblaient à l'approche de Clara. Il avait fait des guerres, tenu des amis mourants, fait face à des canons de fusil. Mais ça lui donnait les genoux faibles. Ils se firent face, le vent soulevant les bords de la jupe de Clara. « Je n'ai pas d'alliance, » dit Luke d'une voix basse, « et je n'ai pas un nom qui ait jamais signifié la sécurité. » Clara tendit la main, prenant sa main calleuse. « Je n'ai pas besoin de sécurité, » dit-elle. « J'ai juste besoin d'un foyer. » Les yeux de Luc brillèrent. Elle continua, la voix claire pour que tous l'entendent. « J'étais une femme que personne ne choisissait, une fille ignorée, une épouse que personne n'avait demandée. Mais aujourd'hui, » elle regarda Juné, qui souriait avec fierté. « Aujourd'hui, je fais partie d'une famille. » Ils s'embrassèrent sous l'arbre. Il n'y avait pas de musique, mais Juné fredonnait une douce mélodie tandis que le soleil plongeait derrière les collines.
Cette nuit-là, le travail de Clara commença. Luke ne dormit pas. Il fit les 100 pas, alla chercher de l'eau, fit bouillir des serviettes. Et quand le moment vint, il attrapa son enfant, son fils, avec des mains qui n'avaient autrefois connu que la gâchette d'un fusil. Clara, la sueur au front, leva les yeux vers lui. Il tenait le bébé tout contre lui, des larmes dans sa barbe. Tu n'es pas une épouse par correspondance, murmura-t-il. Tu es mon choix, chaque jour. Aïe. Le bébé gémit une fois, puis se blottit contre la poitrine de Clara. Elle le tenait, épuisée mais rayonnante. Le matin, Juné entra dans la pièce sur la pointe des pieds. Elle grimpa sur le lit à côté de sa mère et regarda avec de grands yeux le petit paquet émailloté. Clara sourit, somnolente. Viens rencontrer ton frère. Juné se pencha doucement et embrassa la joue du bébé. Puis elle se tourna vers sa mère. Maman, tu m'as choisi, n'est-ce pas? Clara cligna des yeux. Que veux-tu dire, ma chérie? Juné toucha la main du bébé. Je ne suis pas né de ton ventre, mais tu m'as quand même choisi, comme lui, comme papa t'a choisi. Le cœur de Clara se serra. Elle serra ses deux enfants dans ses bras. Oui, dit-elle, je t'ai choisi, papa m'a choisi, et maintenant, nous nous choisissons tous les uns les autres. Personne n'est laissé pour compte, ici. Dehors, Luke s'occupait du jardin en fredonnant doucement. Le vent soufflait à travers les fleurs sauvages qu'ils avaient plantées autour de la cabane. Lavande, achillée, asclépiade. De là où Clara était assise, elle pouvait le voir se pencher, arracher une mauvaise herbe, puis jeter un coup d'œil vers la fenêtre. Il sourit. Et dans ce simple et tranquille moment, Clara sut que c'était une vie que personne ne pourrait lui enlever, car elle n'avait pas été construite sur ce que le monde donnait, mais sur ce qu'ils avaient choisi de se donner les uns aux autres. Si cette histoire a touché votre cœur, si l'image d'une femme rejetée 3 fois, d'une enfant aspirant à être aimée, et d'un homme qui pensait ne plus jamais pouvoir aimer vous, a mis les larmes aux yeux, alors n'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'amour du Far West. Ici, nous racontons des histoires d'amour nées entre les balles et les vents de la prairie, où les cœurs se trouvent encore même lorsque le monde leur tourne le dos. Des histoires qui ne parlent pas seulement de romance, mais de la quête d'un lieu où l'on se sent chez soi et de la création de la famille que personne ne pensait mériter. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la suite. Car qui sait, la prochaine histoire pourrait être la vôtre. Histoire d'amour du Far West, là où les cœurs sauvages trouvent un foyer.